Rien n'est plus austère qu'une dissertation. En tout cas pour les gens peu enclins à disserter. Et je crois qu'on est plutôt nombreux dans cette catégorie. Mais si je vous disais que pour chaque dissertation, il y a une formule magique, qu'il est simple de trouver et qui permet de construire très facilement votre plan. Ah, tout de suite, ça va mieux. Je vais dans cette vidéo vous montrer une astuce pour construire des plans dialectiques, les plans en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, ceux que l'on préconise dans une grande majorité de cas. Et vous verrez qu'avec une simple formule, vous pourrez bâtir très facilement un plan costaud pour répondre à votre problématique. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment se construit cette formule. Vous verrez qu'elle est très simple à établir. Et dans un second temps, on se penchera sur quelques exemples afin que chacun s'assure d'avoir bien compris la méthode à appliquer. Comme je le disais, un plan dialectique se construit autour de 3 parties. La thèse d'abord qui confirme l'idée de la problématique, l'antithèse ensuite qui prouve l'inverse de la thèse en évoquant les limites de celle-ci, et enfin la synthèse qui dépasse légèrement l'opposition afin de faire émerger une grande vérité. Autrement dit, grand 1, oui, grand 2, mais, grand 3, alors. Voici les 3 mots à la base de chaque formule magique, à la base de chaque plan dialectique. Si votre plan peut s'expliquer en une phrase ou 2 ou 3, des phrases qui utilisent les mots oui, mais et alors, c'est que votre plan dialectique est efficace. Il exprime à la fois la contradiction entre thèse et antithèse, le paradoxe sur lequel on vous attend, et le dépasse en proposant une synthèse. Prenons un exemple simple et concret avant d'entrer dans des problématiques littéraires. Imaginons, votre problématique est de savoir si manger uniquement du chocolat est mauvais pour la santé. Commençons par la thèse, vous allez d'abord dans le sens de la problématique. Oui, se nourrir uniquement de chocolat est mauvais pour la santé. Vous allez expliquer que c'est plein de sucre, trop calorique, que ça n'apporte pas les nutriments nécessaires, ou je ne sais quoi. Ensuite, on va trouver les arguments de l'antithèse, contre la thèse. Mais le chocolat a aussi des bienfaits prouvés. Il contient des ingrédients capables de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, il permet une cure de sérotonine qui aide à lutter contre la dépression, etc. Enfin, on dépasse cette opposition avec la synthèse. Alors, plutôt que de se nourrir exclusivement de chocolat, on peut l'intégrer à un rythme de vie équilibré. Là, on précise ce qu'est une consommation modérée de chocolat afin de ne garder que ses bienfaits, et on trouve des régimes cohérents, des activités qui permettront d'éliminer les calories. Ce qui nous donne la formule magique suivante, oui, se nourrir uniquement de chocolat est mauvais pour la santé, mais le chocolat a aussi des bienfaits, alors, plutôt que de se nourrir exclusivement de cet aliment, il faut l'intégrer à un régime et à un rythme de vie équilibré. Oui, mais alors, thèse, antithèse, synthèse. Prenons maintenant quelques exemples tirés directement des sujets du bac de français, puisque vous n'êtes pas là pour apprendre les bienfaits du chocolat sur la santé. Et ça tombe bien parce que je n'y connais rien, interrogeons-nous plutôt au sujet des Contemplations de Victor Hugo. Les livres 1 à 4 des Contemplations ne sont-ils qu'un chant intime ? Dans cette question, vous remarquez que c'est l'expression chant intime qui va être le sujet de notre questionnement. Un chant intime, donc quelque chose d'esthétique, d'artistique, ça ne fait aucun doute, mais surtout quelque chose de très personnel. Un chant intime impliquant ici une forme de solitude et un aspect unique. Voilà sur quoi nous allons nous focaliser. Oui, les contemplations sont le fruit d'une expression personnelle et intime du poète. Mais le message des poèmes demeure universel. Alors, plus qu'un chant intime, les contemplations sont un message qu'adresse Victor Hugo à l'humanité. Un autre sujet. Dans le recueil Alcool, la poésie d'Apollinaire est-elle une célébration de la modernité ? Oui, la poésie d'Apollinaire célèbre la modernité. Mais le poète s'inspire tout de même de ses prédécesseurs. Alors, en mêlant tradition et modernité, le recueil Alcool montre un renouveau de l'expression lyrique. Dernier sujet, pour qu'on soit sûr de tout avoir compris. C'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible artistement exprimé devienne beauté. Ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal ? Autrement dit, dans les Fleurs du Mal, la laideur devient-elle beauté grâce à l'art poétique ? Et vous voyez que ça va être un peu différent ici car le sujet exprime déjà le paradoxe, l'opposition entre le beau et le laid. Alors, ce n'est certainement pas parfait, mais on va faire simple.
Oui, les fleurs du mal sont inspirées par la laideur de notre monde, l'obscur et l'effrayant. Mais le poète y puise l'inspiration nécessaire à une création esthétique. Alors, plus que le beau ou le laid, c'est sa vision du monde que propose Baudelaire dans ce recueil. Une fois que votre formule tient la route avec les 3 étapes, oui, mais alors, vous pouvez même vous en servir pour votre annonce de plan en fin d'introduction. Il suffira de retirer le oui et peut-être d'opérer quelques changements, comme remplacer le mais par cependant. Alors, après le plan, on est d'accord, il reste encore une sacrée étape, celle qui consiste à trouver les exemples, les arguments, les sous-parties de votre dissertation. Mais j'espère que déjà, là, vous y voyez un peu plus clair avec cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.